Pour clore cette série de vidéos sur le livre La fabrique du crétin digital de Michel Desmurget, je vais d'abord revenir sur le lien à faire avec le réalisme moral, plus précisément la défense du réalisme moral faite par le philosophe et neuroscientifique Sam Harris, puis ensuite faire des liens avec les deux principales théories éthiques héritées de la modernité, c'est-à-dire l'utilitarisme et l'éthique déontologique de Kant. Alors, je commence par un résumé de la vision de Sam Harris. Celui-ci établit que la finalité de l'éthique, c'est de favoriser le bien-être des êtres conscients. Donc, bien entendu, le bien-être des humains et aussi celui des autres animaux, mais ici, on s'intéresse spécifiquement aux humains, puisque ce sont les seuls à utiliser des écrans. Sam Harris fait valoir qu'il y a des faits à connaître sur le bien-être humain. Ce sont ces faits-là qu'il faut découvrir, qu'il faut apprendre. Il ressort qu'on parle d'une démarche par laquelle on va chercher des connaissances objectives. Sam Harris défend bel et bien le réalisme moral. Je vous rappelle que le réalisme consiste à poser l'existence d'une réalité objective que l'on peut connaître de façon à formuler des jugements vrais. Et ici, il est plus spécifiquement question de formuler des jugements vrais en ce qui concerne la morale. Et il s'agit même, pour ainsi dire, de vérité scientifique, puisque c'est par l'approche empirique et rationnelle qu'on acquiert des connaissances sur le bien-être humain, sur ce qui le favorise et sur ce qui lui nuit. Il ne s'agit donc pas du tout d'opinions posées subjectivement selon nos préférences, contrairement à ce que prétendraient des relativistes. Pour préciser un peu plus, il y a des faits à connaître sur le cerveau humain et sur les impacts des différents stimuli de l'environnement sur le cerveau humain. Plus précisément sur les émotions et les pensées que ça suscite chez l'humain. Et ces impacts sur le cerveau entraînent des impacts sur les comportements de l'humain. Ainsi, une meilleure connaissance du cerveau humain permet de mieux savoir comment agir pour favoriser son bien-être, mais aussi de comprendre quelles stratégies sont efficaces pour l'inciter à agir de façon morale. C'est particulièrement utile pour les humains qui sont en âge d'être éduqués, c'est-à-dire qu'une meilleure connaissance de la façon dont le cerveau des enfants se développe et la façon dont il fonctionne permet d'établir des meilleures stratégies d'éducation, mais c'est aussi utile de comprendre le fonctionnement du cerveau des adultes de façon à établir des politiques sociales efficaces pour favoriser une vie collective qui permet aux individus et à la collectivité de s'épanouir, de vivre dans la coopération et dans la bonne entente, et aussi de faire des choix à l'échelle individuelle, à l'échelle familiale, à l'échelle communautaire et même à l'échelle nationale, voire internationale, pour favoriser l'épanouissement des humains. En ce qui concerne les choix qu'on fait par rapport à l'usage des écrans, pour en revenir au sujet principal, il y a justement des connaissances à acquérir sur leur effet sur le cerveau des petits-enfants, puis des enfants de 8 ans et plus, des adolescents, des adultes, et leurs divers effets sur différents aspects de la vie humaine, notamment l'apprentissage et l'éducation, ainsi que la santé psychologique et physique. Une fois qu'on est informé sur les effets des écrans, on peut porter des jugements moraux qui sont vrais, autrement dit établir des bonnes normes à suivre, aussi bien d'un point de vue utilitariste que d'un point de vue déontologique. Je passe justement à l'application des deux principales théories éthiques héritées de la modernité à la question de l'usage des écrans. Alors commençons par l'utilitarisme qui est, je vous le rappelle, l'éthique conséquentialiste la plus connue et qui met de l'avant deux principes, soit l'utilité, qui se définit dans le contexte de l'utilitarisme
comme la maximisation du plaisir et la minimisation de la douleur. Et l'égalité. Il faut prévoir avec le plus d'exactitude possible les conséquences de nos actions et agir de façon à maximiser le plaisir et minimiser la douleur en tenant également compte de tous les êtres sensibles qui sont affectés par nos actions. Alors, Desmurget soulève une série de conséquences de l'usage actuel des écrans sur le bien-être humain. On les utilise trop, on y expose trop les enfants et on les utilise surtout à des fins récréatives, beaucoup plus qu'à des fins éducatives ou utiles pour le travail. Pour les enfants de 0 à 7 ans, les écrans les détournent d'apprentissage essentiels. Des apprentissages qui ne peuvent pas être rattrapés plus tard. Ils nuisent aussi à l'apprentissage pour les enfants de 8 ans et plus, pour les adolescents et pour les adultes qui vont au collège ou à l'université, notamment en étant une source de distraction et un facteur d'affaiblissement de la capacité de concentration. Les écrans ont aussi des impacts sur les habiletés sociales, sur la santé psychologique et physique. Bon, pour plus de détails, il s'agit d'écouter ou de réécouter les vidéos précédentes de la série, mais bref, d'un point de vue utilitariste, on peut établir que l'usage qui est présentement fait des écrans pose plusieurs problèmes éthiques. Et on peut proposer certains changements, certaines règles de conduite. Desmurget va jusqu'à dire que l'idéal pour les enfants de 0 à 7 ans est de ne pas les exposer à des écrans du tout. Mais à défaut que ce soit possible de les éliminer complètement de la vie des petits-enfants, il faut limiter le plus possible le temps d'écran pour les petits-enfants. Les parents devraient aussi limiter l'exposition aux écrans de leurs enfants mineurs de 8 ans et plus, notamment en évitant qu'il y ait des écrans dans toutes les pièces de la maison, a fortiori en évitant qu'il y en ait dans les chambres des enfants. Desmurget suggère aussi fortement que les écrans soient, pour ainsi dire, absents des écoles primaires et qu'ils ne soient présents que pour les cours d'informatique dans les écoles secondaires. Au collège et à l'université, il recommande la prise de notes à la main pour plusieurs raisons, aussi bien pour les vertus de la prise de notes à la main que parce que la présence d'écran nuit à l'apprentissage en étant une source de distraction non seulement pour les étudiants qui en ont un à leur pupitre, mais aussi pour ceux qui sont assis près d'eux dans la classe. En ce qui concerne les adultes, bien, ils devraient penser à limiter leur temps d'écran aussi. L'idéal serait d'en faire un usage plutôt éducatif ou utile pour le travail et de diminuer drastiquement l'usage récréatif qu'on en fait. Je passe maintenant à l'éthique de Kant. On peut faire un lien entre les propos de Desmurget et la notion de liberté qui est centrale chez Kant et avec le principe de respect de la personne humaine, c'est-à-dire le devoir de traiter l'être humain comme fin et non comme moyen, c'est-à-dire qu'il faut traiter les humains de telle manière qu'on les laisse choisir pour eux-mêmes. Pour laisser des humains choisir pour eux-mêmes, il faut notamment s'abstenir de leur mentir, s'abstenir de les tromper, et ça peut aussi fonder un devoir de leur donner certaines informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées. En ce qui concerne l'usage des écrans, il existe un devoir moral d'informer les gens sur les effets des écrans, en particulier les parents, pour qu'ils prennent des décisions éclairées sur l'usage d'écrans qui permettent à leurs enfants. Mais c'est aussi important que les adultes puissent prendre des décisions éclairées quant à leur propre usage des écrans. Je mentionnais ça dans l'introduction de la série en faisant la comparaison avec le devoir d'un médecin de donner toutes les informations à ses patients pour qu'ils fassent des choix éclairés, que leur consentement au traitement soit un vrai consentement.
La même chose s'applique avec l'usage des écrans. Les experts qui connaissent les effets des écrans sur l'apprentissage des petits-enfants, puis leurs divers effets sur les adolescents et les adultes, doivent donner une information juste à la population pour que les gens puissent faire des choix éclairés pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Or, dans son livre, Desmurget fait valoir que la réalité en ce moment, c'est que non seulement on n'informe pas correctement les gens des effets des écrans, mais on va jusqu'à leur mentir en leur faisant croire que les écrans ont des vertus éducatives qu'ils n'ont pas réellement, ce qui est bien entendu contraire au principe kantien de respect de la personne. J'insiste un peu sur la comparaison avec le devoir des médecins et sur les cas où il n'y a pas seulement un devoir de ne pas mentir, mais bien un devoir de dire certaines vérités particulières parce qu'effectivement, en général, on n'a pas un devoir de dire toute la vérité tout le temps. On a surtout le devoir d'éviter de mentir. Quand on ne dit rien, techniquement, on ne ment pas. Mais dans certains cas, ne rien dire équivaut à ce qu'on appelle un mensonge par omission. Par exemple, en ce qui concerne les médecins, ne pas donner toutes les informations à leurs patients relève du mensonge par omission. Ils sont tenus de donner certaines informations dans la mesure où il est vraisemblable que leurs patients ne savent pas tout ce que savent les médecins, mais ils ont besoin de savoir tout ce que savent les médecins en ce qui concerne leur propre situation pour pouvoir vraiment choisir à quel traitement ils consentent. On est donc dans une situation où l'honnêteté ne requiert pas seulement de s'abstenir de dire des mensonges, elle requiert de prendre l'initiative de dire certaines vérités particulières. Eh bien, en ce qui concerne les effets des écrans, là aussi, le mensonge par omission existe. Les résultats des études sur le sujet ne sont pas accessibles à tout le monde. Il y a des experts qui ont un accès privilégié à certaines informations, mais les gens ont besoin de ces informations-là. Donc, les experts ont un devoir de transmettre l'information. Ici aussi, l'honnêteté, elle requiert plus que de s'abstenir de mentir. Elle requiert de dire certaines vérités pour réellement respecter la liberté de chacun. Et par ailleurs, les écrans peuvent servir de moyen pour tromper ou manipuler les gens à grande échelle par la publicité, par la désinformation qui circule sur les réseaux sociaux ou par des moyens plus indirects. Et bon, là aussi, on peut faire intervenir le principe kantien de respect de la personne humaine. En conclusion, si la question de l'usage des écrans n'a sûrement pas été réglée une fois pour toutes par Desmurget et qu'il faut continuer les recherches, il y a quand même une conclusion qui s'impose d'un point de vue éthique. Il faut faire des changements. On utilise beaucoup trop les écrans et on les utilise trop pour des mauvais usages.